Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CH Robinson? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une compagnie ici. Avant de commencer, on vous donne déjà un tout petit peu la description. D'accord? Donc, ici, on a une compagnie qui figure parmi les premiers prestataires mondiaux de transport et de services logistiques. Donc, le chiffre d'affaires se repartit comme suit. Donc, prestation de transport multimodal, activité menée par le biais de sous-traitants. Donc, ici, en fait, on va se dire une chose, hein, c'est un middleman. Donc, c'est-à-dire ici que il met en relation les personnes qui ont besoin de faire transporter leurs produits et les personnes qui disposent ici de camions ou je ne sais pas quoi pour transporter ces produits-là. OK? Donc, ici, c'est le middleman. Donc, c'est un broker. Donc, si tu as ton camion, tu vas voir ici que CH va t'appeler, tu vas demander, tu vas rechercher des contrats au niveau de CH ici, d'accord, après de savoir que si je vais par exemple de la ligne, je prends un exemple, hein, dont, disons de New York je prends l'exemple de New York, j'ai jamais mis les pieds là-bas, on va peut-être on va prendre ici de New York à Dallas, prenons un exemple, c'est un extrême ici, voilà, tu vas rechercher un contrat ici voilà, peut-être de transport ici de couches pour bébé. On va le dire comme ça. Donc, tu vas passer au point tu vas passer par CH ici et CH va prendre une commission. OK? C'est tout. C'est essentiellement ça. Donc, c'est un business ici assez stable. Et ça me rappelle une entreprise en même temps ici. Donc, pendant qu'on y est, elle s'appelle ici Landstar System qui fait à peu près la même chose. OK? On va y revenir. Enfin, peut-être qu'on va en parler un jour. Mais voilà. Vous allez remarquer que sur cette vidéo aussi, sur l'image de la chaîne de l'entreprise ici, d'accord, de la vidéo, vous allez voir une étoile. Une étoile, ça veut dire que c'est une entreprise qualitative qui devrait mériter une place dans une watchlist. C'est comme ça qu'on va faire. Maintenant, ce sont les entreprises, moi, qui m'intéressent. OK? Si maintenant je parle d'une entreprise, donc d'une entreprise qui m'intéresse, je mettrai l'étoile directement. Au moins, vous savez que, OK, si je clique dessus, voilà. Peut-être que je ne connais pas l'entreprise, mais ça intéresse Thierry. Donc, ça pourrait être intéressant pour moi à avoir au moins en watchlist. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, je pense quand même que voilà, c'est mieux qu'on s'intéresse uniquement aux belles entités ici. Peut-être pour moi, c'est une belle entité et pour vous, ça ne sera peut-être pas le cas, mais il y a de fortes chances que ça vous plaise. En tout cas, donc, on a cette compagnie ici, c'est la logistique. Et qui dit logistique, les amis, remettez toujours les choses dans le contexte. 2020-2021, année extraordinaire pour ces entreprises-là. Ne l'oubliez jamais. Est-ce que ça a été le cas ici pour l'entreprise qu'on appelle CH Robinson? Donc, oui. On peut littéralement se dire oui. Ici, on a la courbe des bénéfices nets. OK, normalement, les compagnies américaines, il faut regarder les free cash flow également. Et n'oubliez pas que les free cash flow sont jamais impactés par des éléments extraordinaires. Donc, enfin, pas des éléments ici comme la dépense en capital de croissance. Donc, parfois, mais il faut les reconstruire. Donc, bénéfice net ici est généralement égal généralement ici à Free Cash Flow, ok? Donc je compare, ici ça me permet de comparer juste pour voir à peu près, si on parle le même langage, je vois ici qu'on parle à peu près le même langage, parce qu'ici il doit y avoir une bonne raison pour laquelle le Free Cash Flow était aux alentours de 0,45 en 2021, au lieu d'être au moins aux alentours ici de 6,31 $ l'action. Vous constatez ici que ça c'est la pandémie, donc on a gagné énormément d'argent ici, parce que sinon avant on oscillait entre 3,59 $ l'action et 4 $ par là, ok? Donc ici 2023, on va avoir tendance à revenir sur terre. Donc, si vous allez regarder les rapports financiers 2023, ils ne seront pas aussi extraordinaires que ce qu'on a connu en 2022 et en 2021. Toutes les compagnies de logistique, sans exception, ok, n'oubliez jamais de le faire. Donc, par exemple, les entreprises comme les ZIM, oh, voilà, ça sera carrément le retour sur terre. Donc, nous avons une compagnie pareille. Ce qui m'intéresse quand je vois ce genre de choses, enlevons même ça, c'est le prix. Donc, ça, c'est la courbe de prix ici. C'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on parle ici de l'étude des graphiques financiers, moi, j'aime plutôt voir ça. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt ça qui m'intéresse, ok? J'aime voir ici la courbe d'évolution ici des bénéfices nets, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse quantitative. Donc, on fait de l'analyse technique, nous, on fait de l'analyse quantitative. On va le dire comme ça reste ici de l'analyse. Mais ici, on fait parler ici les états financiers de la compagnie, ok? Et tôt ou tard, le prix de l'action va avoir tendance à suivre les fondamentaux quantitatifs. Point barre. Maintenant, et vous pouvez le voir, hein? Checkez. Voilà. Si je mets le prix ici, boum, ça ressemble à quoi? On va dans le même sens, hormis la variation ici par rapport ici au multiple, etc. Parce que quand vous voyez cette variation-là, voilà, plus élevée que ça ici, ça veut dire que voilà, le multiple ici et de valorisation est juste plus élevé, ok? On peut le mettre ici, le normal PI de cette compagnie est aux alentours ici de combien? On est aux alentours ici de 20-25 fois les bénéfices, ok? Mais attention, ça c'est un business qui va se payer ici quand c'est mature, on sera à peu près aux alentours de 17-20 fois les bénéfices. Donc ici,
quand on va prendre en considération le PER de cette compagnie, et je rappelle que le PER est un rendement, on va le répéter et on le répète encore. Quand vous pensez en termes de rendement, c'est plus facile pour vous de voir les choses. C'est la même chose quand vous allez acheter, par exemple, un immeuble ici ou bien un appartement, d'accord? Combien de fois les loyers vous payez pour cet appartement-ci? Voilà, donc le but du game ici, là, est de payer le moins possible et avoir le plus de rendement possible, ok? C'est-à-dire que si je paye ici, si je paye un appartement à 10 fois les loyers, ça veut dire que c'est un rendement de 10%, ok? Je vais récupérer mon investissement également en 10 ans, ok? Si je paye 20 fois les loyers, c'est un rendement de 5%. Ça veut dire que si on me donne 5% chaque année, il va me falloir 20 ans pour que je récupère le 100% de ma somme de départ. C'est visible maintenant, donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le PER reste et demeure un rendement qui peut être impacté justement par la stabilité de ces marges-là dans le futur? Donc si le marché perçoit que vous aurez les bénéfices nets moins élevés dans le futur, votre PER qui a l'air d'être très bas aujourd'hui aura tendance à être plus élevé demain. Si vous avez des PER ici, voilà, admettons que vous avez $1 par action et que vous avez des PER de 10, okay, donc vous payez 10 fois les bénéfices, donc 10% de rendement. Si ces bénéfices-là sont censés sont censés être divisés par 2 demain, dites-vous qu'aujourd'hui, là, le $1 par action que j'ai, en réalité, j'ai $0.5 par action, donc 0.5 sous par action, donc la moitié d'un dollar. Donc au lieu d'avoir 10 fois les bénéfices, j'aurai 20 fois les bénéfices. Donc au lieu d'avoir un rendement de 10%, en réalité, je suis en train de prendre ici un rendement de 20%. D'où la recherche avant tout de la stabilité des bénéfices nets. C'est pour ça qu'on recherche ici des entreprises qualitatives qui peuvent nous garantir, sur une longue, même pas garantie, qui peuvent nous donner ici une probabilité plus élevée de stabilité des bénéfices. Je dis bien stabilité avant croissance. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on va parler d'évaluation ici. Avant même qu'on aille regarder les revenus, etc., les marges, vous pouvez déjà constater ici qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, quand je vais aller checker les revenus à ce niveau, c'est qu'on constate qu'on a une croissance et des revenus. C'est bien. Je vous ai toujours dit une chose. Croissance des revenus, c'est bien. Mais est-ce que la croissance, elle est par acquisition de manière organique ici? Il faut toujours la questionner. C'est un mix des deux. OK? Est-ce que quand on a une croissance des revenus ici, nous avons une stabilité des marges? Est-ce que c'est le cas? Marge brute ici a tendance à être décroissant. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser en lisant les rapports financiers. Est-ce qu'on ne sacrifie pas les marges ici pour générer de la croissance? Vous voyez ici que les marges sont rikiki. Une fois que vous remarquez que les marges sont rikiki, ça veut dire que le business ici doit être extrêmement bien géré. On ne doit pas avoir une énorme dette, donc on doit être très très efficient. Ok? Quand je compare ici les net income, on va le mettre là, net income et free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient en date d'aujourd'hui? Net income, free cash flow, on le met sur le même graphique, qu'est-ce qu'on constate? Et boum, d'accord? Donc net income et free cash flow ont tendance à parler à peu près le même langage ici. Vous allez souvent voir des variations, etc. Mais constatez ici qu'il y a de fortes chances qu'on parle le même langage. Ok? Donc j'aime ça. J'aime ce que je vois ici, ok? Maintenant, en termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on constate? Donc, en termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, en termes de marge nette, nous avons ici quelque chose qui va être aux alentours de 3% par là. 3%, ce n'est pas énorme pour certaines personnes, mais je dis toujours une chose, hein. Ça dépend du business, ça dépend de l'entreprise, ok? Il y a des entités où 1% c'est énorme, alors qu'il y a des entités ici où 10% c'est rikiki par rapport à ce qui se passe généralement dans l'industrie. Donc, il faut toujours prendre en considération le secteur dans lequel cette entreprise-ci exerce. Vous constatez une chose ici, c'est que les marges ont tendance à être à peu près stables dans le temps. Ok? On a 3,6 ici sur les 20 dernières années, on est à peu près à 3,80. Sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, on est à 3,71. Sur les 5 dernières années, on est à 3,77. 3,71, 3,80. Voilà, vous voyez à peu près où est-ce qu'on va se situer. Moi, j'aime bien rester aux alentours. J'aime bien moyenner. J'aime bien la moyenne un tout petit peu. Je pourrais prendre les 10 dernières années. J'aime bien être le moins 10 ans possible. Si c'est 3,80, tant mieux. Moi, je pourrais rester à 3,70. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais que voilà, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui pourrait aller aux alentours de 3,8% ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas également que ça sera une entreprise qui aura tendance à croître. Donc, il faut vraiment vérifier ici. D'accord? Est-ce que les analystes, au moins sur les 3 prochaines années, nous vous attendons à une certaine croissance? On a 21 milliards de revenus ici, là on a 24 milliards de revenus. Ça veut dire que les analystes s'attendent à des bénéfices nets un tout petit peu moins élevés par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Et ce n'est pas parce que l'entreprise sera en décroissance, tout simplement c'est parce que la période 2021-2022 a été extraordinaire. Ok? Est-ce que quand on reviendra aux alentours de 21 milliards d'ici N+3 ici, donc en 2026, est-ce que c'est plus élevé que ce qu'on a connu avant la période, avant la variation extrême ici? Oui, c'est plus élevé. Donc en réalité, vous devez comparer cette compagnie ici par rapport à ce qu'on a eu en 2020, parce que ça, c'est exceptionnel.
Ok, faites attention. Donc, j'aime ce que je vois ici. En termes de dette nette, est-ce que la dette nette sur EBITDA ici a l'air d'être stable? Vous voyez que la dette nette sur EBITDA, c'est à peu près, on a à peu près une dette nette ici de 2 milliards 140. Quand on prend ici dette nette sur EBITDA, c'est pas avec, on ne rembourse pas la dette avec les EBITDA, mais avec les free cash flow, je rappelle toujours. Ok, donc on est ici, dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,5 fois. Donc, ça veut dire que si on rembourse la dette ici avec les EBITDA, ça va nous prendre 1 an et demi pour rembourser la totalité ici. Et si on doit le faire avec les free cash flow, c'est simple. Je vais ici exagérer. On s'attend à 21 milliards ici d'ici 3 ans, fois 0,037 par la moyenne de ce qu'on a ici par rapport aux bénéfices ici. Donc, par rapport aux bénéfices nets, ça fait à peu près 777 millions ici, divisé par le prix actuel, donc 777 techniquement ici, 3 fois 1, 21. Donc, techniquement, ça sera aux alentours de, en moins de 3 ans, moins de 4 ans, on rembourse la dette ici, avec les bénéfices nets / free cash flow. D'accord? Bref, maintenant, j'aime bien ce que je vois également ici. Maintenant, en termes de PER, le marché paye généralement des price to earning de combien? Et je rappelle encore qu'une fois que le PER est un... Voilà, vous connaissez la chanson maintenant, on va la chanter à chaque fois jusqu'à ce que ça rentre, ok? Parce que c'est plus facile comme ça quand vous voulez réfléchir. Quand vous allez aller sur une prochaine entreprise qui n'a aucun PER, aucun bénéfice, techniquement, votre rendement potentiel est de 0. Donc maintenant, il faut vraiment, et il faut avoir énormément confiance à ce business-là pour y aller, ok? Donc ici, le marché généralement paye combien de fois les bénéfices pour ce genre de business-ci? Je vois ici qu'on a payé 26 fois les bénéfices en moyenne. Sur les 20 dernières années, on paye à peu près 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on paye à moyenne 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on paye à moyenne 20 fois 19 fois les bénéfices. Donc, si je dois prendre, il faut toujours prendre 3 hypothèses différentes. Hein. Donc, j'aurais pris ici des PER ici de 17, 20, 25, avec une préférence ici pour 20 fois les bénéfices. OK, donc je prendrai ici aujourd'hui 20 fois les bénéfices. Une fois que j'ai la dette nette par action, la dette nette, j'ai besoin de mon nombre d'actions, de rechercher ici le nombre d'actions. On a à peu près ici, excusez-moi, le nombre d'actions ici, nous avons combien? Et quand je regarde le nombre d'actions, j'aimerais voir quelque chose qui diminue. On adore ça. Rachète directement ces actions. On aime ça. Donc, 2 milliards 140 millions, c'est à peu près, dans 21 ici, 40, c'est à peu près la dette nette qu'on a ici aujourd'hui. Divisé par le nombre d'actions, 120, attendez, c'est 120, d'accord, 0,5, je mets 0,5 ici pour faire simple, ça fait à peu près 17,75 par action de dette nette. Une fois que j'ai cela, je viens là, ok, les bénéfices, les années s'attendent à peu près à avoir combien ici en 2023 et je vérifie toujours, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Sur une période de 2 ans, il y a de fortes chances que oui. Vert, jaune plus élevé que le rouge. Quand on a 50% de rouge ici, il faut faire attention. Ou bien quand on se rapproche ici de 40%, faites un tout petit peu attention. On regarde également le nombre d'analyses. On voit ici qu'ils sont assez nombreux. Donc ça peut être un tout petit peu plus robuste. On aime ce qu'on voit ici. Maintenant, admettons que l'entreprise ici vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça va représenter en termes de rendement? On va y revenir. Mais ça, 4,78, d'accord, attendu en 2023, d'accord, fois 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est actuellement de combien? Soit 17,76, on va le mettre comme ça, 76. Ça donne ici, ça donne 77 $ l'action ou bien 78 $ l'action. Ok, simple, je viens ici, boum, 78 $ l'action, X20 ici, ça fait, on va mettre ici 78 $ l'action. D'accord? Deuxième élément, admettons qu'on est en 2025 et que, bon, vu que les années sont tendance à avoir raison, etc., ça, voilà, ce qui est prévu à 2025, voilà, on l'aura, il y a de fortes chances qu'on l'ait. Ça, c'est notre hypothèse optimiste jusqu'en 2025 au moins, par rapport à notre prix actuel. Fois 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette qui est aux alentours de combien? 17,76. On arrive ici à combien? On arrive ici à 100 $. Donc 99,24. Je pourrais même mettre ici 99. OK? Donc techniquement, on sera aux alentours de combien? 99. Actuellement, on cote à combien? On cote à 99 $ l'action, 89,37. Donc ça inclut déjà ce qui est attendu en 2025. Ce qui veut dire que si cette compagnie, si vous intéresse, il faut vraiment qu'elle ait une sacrée bonne croissance au-delà de 2025. En moyenne, si la croissance des bénéfices nets sur les 10 dernières années ici, disons, enfin, techniquement 1, 2, 3, donc moins 3. Donc sur les 7 dernières années ici, c'est 5%. OK, parce que quand on met 10 ans ici, ça rajoute toujours 3 ici. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est même 8 ici à la fin de la journée. Donc c'est même un peu plus élevé que ça. D'accord? Donc faites attention ici que, en fait, 10 ans, ça représente à peu près 8 ans ici. Quand vous regardez par rapport à, voilà, à Fastgraft. OK, donc on a du 5% ici sur les dernières années. Quand on regarde ici sur les 5 dernières années, on va faire 5 dernières années ici, équivaut ici à peu près à 3 ans. On a une croissance ici de 9%. Mais n'oubliez pas que la croissance ici est impactée par ce qu'on a eu les éléments extraordinaires de 2021 et 2022. OK, donc je dirais ici que l'entreprise en date d'aujourd'hui ne représente pas une opportunité d'investissement, mais également, on mentionne ceci. Si on a 5,85 $ par action par rapport aux 99 $ qu'on dépense en date d'aujourd'hui, ça donne ici un rendement sur coût d'acquisition de 5,90%. Maintenant,
à vous de voir, est-ce que ce rendement, si vous intéresse, est-ce que ça veut dire ici que, voilà, si vous investissez cette compagnie-ci, c'est pour demander 5,90% de rendement, en tout cas, d'ici 2025. Ce qui permet de dire ici que c'est assez correctement évalué, d'accord? Donc, notre potentiel ici dépend de la croissance future. OK? Mais ça reste une très belle entreprise. Maintenant, à vous de voir si vous voulez courir ce risque-là. Donc, le dividende ici croissant depuis X années, machin, 2,46%. Ici, il y a de fortes chances qu'il continue à être croissant. OK? C'est ça qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est H. Robinson. Je pense il faut comparer à peu près par rapport à ce que le marché offre. Donc, ne vous interdisez pas. Il faut pas avoir, comment dire ça? Il faut être très sélectif en date d'aujourd'hui. Mais c'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille. Si je veux y investir, je sais pertinemment que je ne vais pas aller avec une grosse partie de mon portefeuille parce que j'aimerais avoir un meilleur prix d'acquisition ici. Qu'est-ce que ça pourrait représenter ici pour moi un meilleur prix d'acquisition? Voilà, simple. Si on me vend cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, admettons qu'on me la vend par exemple à, voilà, disons 8% de rendement par rapport à mon prix d'acquisition ici, on pourrait être aux alentours de $70 l'action par là. Ok, ça pourrait être assez intéressant pour moi, mais ça reste une très belle entreprise, mais ça c'est pour moi et moi. Ok, n'oubliez pas, dans le lien de cette description, de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium, et il nous reste encore des places pour la promotion qu'on avait tantôt ici, qui devait normalement se terminer le mois d'avril ici, mais je l'ai laissé, d'accord? On va la prolonger jusqu'à ce que le nombre de places se termine ici, d'accord? On va le laisser comme ça, ok? Donc, on continue ici. N'oubliez pas, si elle vous intéresse, c'est une entreprise ici à analyser plus en profondeur, au-delà des états financiers, mais c'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille si vous pouvez l'acheter à un prix qui vous convient. Et en date d'aujourd'hui, est-ce que le prix actuel, moi, il ne me convient pas, mais je dirais qu'il n'est pas mauvais non plus. L'entreprise serait correctement évaluée, elle n'est pas surévaluée, ok? En tout cas, par rapport à ce qui est attendu ici depuis aux alentours de 2025. Et vous savez qu'une compagnie de croissance, j'aime bien l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance, et le prix qui n'implique pas la croissance pour moi est aux alentours des $70. Alors les amis, on se dit à bientôt. Merci.